Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. À côté de moi, vous l'avez reconnu, Simon Astier. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. T'es content d'être là? Je suis ravi. T'es super ravi, ça se voit. Tu connais bien sûr le principe de l'émission? Non. Je la connais par cœur. Par cœur, très bien. Donc c'est le sommaire maintenant. Oui, le sommaire. Donc dans l'émission, on va voir Pico Pico. Excellent. La critique du jeu Tu Was Alone. J'espère qu'il va pas être trop dur. Non, c'est un jeu cool, c'est que des pixels, mais en fait tu joues un pixel. Ah d'accord. Et c'est vachement bien, c'est un jeu de plateforme. Et sinon il y a Retro Magic, et là tu vas connaître sur Opération Wolf. J'y ai joué. C'est un jeu? T'as jamais joué à Opération Wolf? Non. Tu te rappelles pas, c'était sur Amstrad, ou alors dans les bandes d'arcade quand on allait dans les Vogue ou dans les fêtes foraines. Les Vogue c'est que l'Ardèche, pardon. Et tu sais, t'avais juste un viseur, une mitraillette, et il y avait des soldats, c'était en 16 bits quoi, qui tiraient dessus, et toi tu faisais tu les tuais. Mais moi je crois que je suis un peu jeune pour ça, non? Très bien. Les news. Après un très agréable Lego City Undercover, un univers original et propre au monde des briquettes, Traveler's Tales revient à l'adaptation des licences à succès. Et cette fois, ce sont les héros Marvel qui vont être remixés à la sauce danoise. Le petit monde des Avengers et de leurs copains vont devoir affronter un ennemi que l'on devine galactique sur ce nouveau titre prévu pour la fin de l'année, et sur lequel on aura bien l'occasion de revenir. Frogwares, studio basé à Dublin mais fondé par des Français, a déjà développé 6 jeux basés sur le personnage de Sherlock Holmes. Le 6e titre, Le Testament de Sherlock Holmes, sorti en septembre 2012, passait pour la première fois dans la série en vue à la 3e personne. Pourtant, le titre édité par Focus Home Interactive n'était pas franchement inoubliable. Ceux qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire pourront toujours se diriger vers No Life Online pour revoir la critique. Frogwares revient maintenant avec un nouvel épisode du célèbre détective britannique baptisé Crimes and Punishment. Et changement de taille, le jeu tournera pour la première fois grâce à l'Unreal Engine 3. Le développeur montre donc le nouveau look de Sherlock dans ses premières images. La sortie n'est pas prévue pour tout de suite et une présentation plus en détail du titre devrait avoir lieu durant le prochain E3. Stone Earth est un jeu développé par Radiant Entertainment. C'est un studio indépendant, fondé par 2 frères, qui se sont lancés par eux-mêmes pour créer le jeu de leurs rêves, après avoir travaillé pendant plus de 16 ans dans l'industrie du jeu vidéo. Il s'agit d'un jeu bac à sable, situé dans un univers de fantasy, et dont l'esthétique voxel fait bien sûr penser à l'inévitable Minecraft. Mais les mécaniques de jeu se différencient clairement, car Stone Earth se veut un mélange équilibré entre RTS, RPG et jeu de gestion. Les développeurs veulent aussi laisser une grande marge créative à leurs joueurs les plus motivés et faciliter la création de modes dans le jeu. À l'instar d'un éditeur de jeux de rôle papier qui laisse au bon soin du maître de jeu de faire vivre et d'enrichir son univers. Le studio a lancé sa campagne Kickstarter récemment et a rempli son objectif en quelques jours seulement pour financer sa version Windows en mode solo. Les différentes versions, Mac, Linux et autres modes, notamment multi, pourraient être développées en fonction des fonds finalement levés par le studio. Donc si tu es là, c'est pour parler d'HeroCorp. Oui. Parce que t'as de l'actu autour de la série. Ah oui. Oh là là. Voilà. Oh là là. Tonne d'actu. Mais moi je voulais revenir sur le début d'HeroCorp et la fin d'HeroCorp en fait. Oui. T'as compris où je voulais en venir? Donc saison 1, tout va bien. Saison 2, tout va bien. Ça va, ça commence à puer un peu du cul. Ah bon? D'accord. Et puis t'as un cliff de fin de saison. Ouais. Où on se dit... J'en ai même 14 à peu près. Oui, à la fin tu fais oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et là on se dit ah bah l'année prochaine il y a la suite. Ouais. Et non. Et ça fait combien de temps que ça s'est arrêté? Quand on tournait, en fait, on se disait, on a réalisé que ça fait 3 ans et demi qu'on n'avait pas tourné. HeroCorp. D'accord. Après, il y a eu, je crois, 2 ans et demi entre la diff et tout ça, mais il y a eu un gap de 3 ans et demi entre le dernier moteur et le... Et ouais, entre saison 2 et saison 3. La série aurait pu peut-être s'arrêter là. Ah bah, c'était quand même bien parti pour, ouais. Ouais. Mais les fans kiffent pas mal la série. Bon, on va me dire c'est la base d'un fan, mais il y en a beaucoup. Oui, et ils sont organisés en plus, c'est ça le truc. Pinage, c'est ça? Oui. Alors oui. C'est-à-dire que c'est bien de crier on veut, mais quand tu cries tous en même temps, ça crée un truc un peu sans précédent. Ce qui fait qu'on a été relancé par eux, et en fait on a... Ça, combiné à une très bonne audience sur les rediffs de Nuit HeroCorp sur France 4, a fait que c'est reparti. D'accord. Mais c'est le public qui a sauvé sa série, oui, en fait. c'est le public qui s'est rassemblé et qui a pas lâché, en fait. C'était dingue de voir à quel point, mais même encore maintenant, j'ai encore des gens, tous les jours dans la rue, qui m'en parlent, et il y a plein de gens qui découvrent encore. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé un peu sans savoir au début le parlez-en si vous aimez, vu que vous le piratez, vu que vous vous servez directement dans mes poches, en gros, enfin... La contrepartie, c'est que parlez-en.
Ouais. Et en fait, c'est comme si c'était une sorte de nouvelle génération de trucs où finalement c'est aussi comme ça que ça vit, c'est-à-dire que c'est par l'échange, le truc, et c'est comme ça que ça a survécu en fait surtout. T'as rencontré les chefs de file ou pas? Oui, Ouais. je les connais. Il y a Antoine des Records France qui est à Lille, qui lui est un peu celui qui rassemble tout le monde. Il y avait Émilie, Flamand du village. Et après, eux centralisaient tous les mecs en région et qui leur envoyaient leurs vidéos, qui organisaient leur pinage event et qui montaient, et qui machin, qui truc. Une vraie entreprise en fait. Exactement. Bon. En tout cas, ça revient. Et c'est d'abord revenu avec une BD, on en parle juste après. La critique du jeu, Thomas Was Alone. Voilà. C'est un très bon jeu. Thomas was alone. Wow. A weird first thought to have. Thomas Was Alone est un projet développé en 24 heures par Mike Bissell à l'occasion d'une Game Jam. Sorti en 2010 sous la forme d'un jeu flash, ce jeu de plateforme puzzle a récemment fait l'objet d'une adaptation PSN et PS Vita en cross-buy. C'est-à-dire que vous n'achetez le jeu qu'une fois pour y jouer au choix sur la portable Sony ou la console de salon. On notera que les abonnés PlayStation Plus peuvent télécharger ce titre gratuitement durant une période limitée. Les autres, eux, devront débourser environ 8 € pour y jouer. Cette nouvelle version comprend un commentaire audio en anglais non sous-titré et est accompagnée d'un DLC bonus payant à 2,50 € contenant l'histoire de Benjamin, un nouveau rectangle équipé d'un jetpack. Un rectangle? Oui, dans Thomas Was Alone, tous les personnages sont des rectangles ou des carrés aux caractéristiques uniques. Spike walls. He'd yet to work out where. Au départ, il y a Thomas, de son nom complet Thomas AT23612, le petit rectangle rouge tout en longueur. Une intelligence artificielle venant tout juste de prendre conscience de sa propre existence. Sa première pensée est la suivante: je suis seul. Qu'il se rassure, ça ne va pas durer longtemps. Après avoir appris qu'il peut sauter de façon tout à fait correcte et tomber de manière tout aussi affûtée, mais qu'il ne survit pas à une chute dans l'eau bouillante, il sera rapidement amené à croiser Chris, le carré orange, qui peut passer par des trous de souris vu sa taille réduite, mais ne peut guère sauter très haut. John, le rectangle jaune, une grande tige capable de bondir comme Tigrou. Claire, le gros carré bleu dont la masse corporelle lui interdit toute prouesse bondissante mais lui permet de flotter sur l'eau. Laura, un rectangle rouge tout en largeur disposant d'une propriété physique unique. Les autres entités peuvent rebondir sur son dos, et ainsi de suite. Tous ces personnages possèdent une personnalité. Thomas est un optimiste, un rien porté sur l'introspection qui ne supporte pas la solitude. Chris est un hargneux, un caractère de cochon affligé d'un léger complexe d'infériorité, Who the hell did this Thomas think he was? qui finira par tomber amoureux de Laura. Laura, justement, est une bonne patte, échaudée par ses précédentes rencontres. Convaincue d'être monstrueuse, maudite même, un nuage de pixels de mauvais augure la suivant un peu partout. Every disappearing friend. John, lui, est un bon gars, un rien show-off, vu sa capacité à bondir sur d'énormes distances, mais un bon gars tout de même, toujours prêt à rendre service. The little guys. Tout comme Claire. Dans son monde, un peu perdu, elle s'est auto-persuadée qu'elle était une super-héroïne de comics et regrette de ne pas avoir de cap pour le prouver au monde entier. Après tout, n'est-elle pas la seule à pouvoir flotter sur l'eau? She had superpowers. Toutes ces personnalités sont décrites par le narrateur du jeu, qui semble à même de pouvoir lire les pensées les plus intimes de nos rectangles et autres carrés partis à la découverte du monde. Un narrateur auquel le très talentueux Danny Wallace prête sa voix. Un humoriste et écrivain anglais à l'origine entre autres du best-seller Yes Man, adapté sur grand écran avec Jim Carrey en tête d'affiche. Danny Wallace n'en est pas à sa première voix dans le jeu vidéo. Il incarne aussi Sean Hastings, l'historien de la série Assassin's Creed. Son travail sur Thomas Was Alone est absolument remarquable, exceptionnel même. Sans lui, le jeu perd 90% de sa personnalité et 70% de son intérêt. Les non-anglophones, malgré la présence de sous-titres français ayant d'ailleurs la fâcheuse tendance à se déformer en fonction des déplacements des personnages, risquent donc de trouver le jeu moins séduisant. Heightened senses told her that there were multiple paths across with various possible configurations of the little posse. Fait assez rare, une grosse partie du game system a été explicitée dans la partie précédente de cette critique, consacrée à l'histoire. Le game system et la narration sont en effet intimement liés, comme quoi tout arrive. Les différents personnages du jeu possèdent tous des caractéristiques physiques uniques, comme leur taille, leur poids et leur capacité à sauter plus ou moins haut. Chaque niveau met en scène un ou plusieurs personnages, le joueur ayant la possibilité et l'obligation de les contrôler un par un. Pour changer de personnage, il suffit d'appuyer sur les gâchettes R1 et L1, l'objectif étant de les mener jusqu'à leur portail de sortie respectifs. Afin
Afin d'y parvenir, il convient de les faire interagir avec le décor, en appuyant sur un bouton par exemple, mais aussi entre eux. Claire peut ainsi transporter ses camarades en traversant une étendue d'eau, tandis que Laure est le trampoline idéal pour atteindre des plateformes élevées. Mais les personnages peuvent aussi se faire la courte échelle en quelque sorte, pour permettre à l'irascible Chris par exemple, d'évoluer dans des niveaux globalement bien trop grands pour lui, vu sa petite taille et son incapacité à sauter très haut. En tout cas, Thomas Was Alone aligne 10 mondes, composés chacun de 10 niveaux très courts, sans compter le DLC payant. Chaque monde est l'occasion de découvrir au moins un nouveau personnage et des obstacles toujours plus complexes, touchant tout autant à la plateforme qu'au puzzle. Thomas Was Alone est un titre au concept et au graphisme minimaliste qui ne plaira pas à tout le monde. Vu sa durée de vie limitée, son niveau de difficulté réduit et une rejouabilité absente, il est tout à fait regrettable que le DLC proposé soit payant. Au final, le jeu propose un game system très classique, à mi-chemin entre Portal et The Lost Vikings. Un mélange de puzzle et de plateforme, comme tant d'autres titres indépendants. Malheureusement, les contrôles manquent parfois un peu de répondants, et la présence d'un écran de chargement entre chaque niveau, aussi bref soit-il, est agaçant. La réalisation technique du jeu ne justifie en rien ces écrans cassant le flow du jeu. Mais Thomas Was Alone possède un atout unique, une histoire superbement écrite, portée par la voix de Danny Wallace et la musique de David Housden. Et là, miracle, les personnages représentés à l'écran sous la forme de carrés et de rectangles colorés prennent vie. On s'attache à eux et il est bien difficile de ne pas être touché, ému même, par leurs doutes et leurs états d'âme. He didn't want to be alone. Donc, arrive avant la saison 3 d'HeroCorp, Oui, un petit bébé oui, qui s'appelle HeroCorp aussi, oui, les origines, la BD. ouais. Comment ça s'est passé, l'histoire, l'aventure de la BD? C'est les fans aussi qui vous ont aidé pour ça? Ou alors c'est les éditions Soleil qui t'ont contacté? C'est ça, c'est Soleil, oui. En fait, je vais prendre une troisième position. Vas-y. J'ai fait le premier comme ça. Moi, je peux pas trop bouger, je suis sur un plot. Non. Sinon, je ne peux plus. C'est pas vrai. Je suis sur une échelle. Non. Alors en fait, nous, dès le début, on voulait faire une série sous plusieurs supports. Qui permet d'aborder un univers de plein de manières différentes. On voulait faire une série télé, on voulait faire des comics, on voulait faire une BD, on voulait faire des web-séries entre les saisons. On voulait faire tout ça parce que c'était une vraie envie sincère et puis surtout que l'univers s'y prêtait. Et à l'époque où on voulait le faire, en gros, tout le monde nous a dit et en fait, C'est très visuel. et en fait, c'est là où c'est bien qu'on ait attendu un peu parce que maintenant tout le monde est demandeur de ça. En fait, c'est-à-dire que toutes les séries veulent faire maintenant du transmédia, comme on dit, du transmédia. Et en fait, nous, on a toujours voulu le faire et on n'a pas bradé ça. C'est-à-dire que il y a là HeroCorp comme ça revient, c'est BD sur le passé. C'est web-série transition. C'est la préquelle de la saison 1. Exactement. C'est-à-dire que ça raconte, en gros, ça met en scène les personnages de la série à l'époque où ils étaient bien, où ils étaient forts, où ils étaient... Et ça explique plein de pans de Vous l'histoire. avez des costumes et tout. Voilà, et des trucs qui marchaient bien, impressionnants, avec des araignées, enfin, tout ce que tu peux pas faire, en fait. Tout ce que tu peux... Enfin, Il y a c'est beaucoup espèce d'images de synthèse dedans. Ouais, c'est un gros défouloir. Il y a un côté... Et donc voilà, c'est ce support-là dont ça raconte le passé. Il va y avoir une grosse partie transmédia sur la série qui va en gros reprendre des trucs... mais c'est de la vraie fiction pour le web, qui reprend la saison 2, qui fait la transition entre la 2 et la 3. Et la BD en fait partie. Mais c'est vrai que chez Soleil, c'est notre éditeur Jean-Luc Istin qui tout de suite a aimé la série, et ses enfants aussi. Et en gros, il m'a dit viens, on va manger, et viens, on fait une BD. Et en fait, évidemment, comme la saison 3 c'est décidé entre-temps, ils se sont dit ok, ça va bien se passer, et effectivement ça se passe bien, ça se passe même très très bien, du coup on va faire un 2, et même sans moins 3. Alors voilà la question, comment on fait un 2 quand c'est une préquelle et que ça s'arrête à peu près au moment où la saison 1 va... Enfin, au moment où on se dit, ah bah c'est la saison 1. Au moment où on a appris ce qu'on doit apprendre, et ben c'est qu'en fait on renavigue dans le temps. D'accord. Je ne peux dire que ça. Super ce geste-là. Très bien. Eh bien, naviguons dans le temps. On navigue dans mais différentes époques, différents personnages. Non, c'était vachement bien. Okay. Naviguons dans le temps et allons voir un vieux jeu vidéo qui s'appelle Opération Wolf. Que je connais depuis. Ah, on t'a montré des images et en fait tu as joué. Je crois, ouais. Donc t'es vieux aussi. Ouais, mais ouais.
l'époque de la guerre froide et des films de Stallone et Schwarzenegger, les opérations militaires musclées et macho avaient un certain succès en jeux vidéo. L'éditeur japonais Taito avait surfé sur la vague avec une quadrilogie de jeux utilisant une mitrailleuse optique. C'était la saga des Operation Wolf. Operation Wolf. Le premier jeu, nommé justement Operation Wolf, est sorti en 1987. Il mettait en scène le soldat américain Roy Adams, envoyé express de l'armée pour libérer des otages. Il va devoir se frayer un chemin en territoire hostile, couper les communications ennemies, récupérer des munitions pour pouvoir libérer les otages et finalement les évacuer par avion. Le jeu prend place sur des niveaux à scrolling horizontal où il faut abattre les militaires ennemis avant qu'ils ne nous tirent dessus. Les munitions sont limitées, et on pourra trouver des chargeurs et grenades disséminés un peu partout. Des personnages de factions neutres comme des villageois ou des infirmières seront présents et il faudra bien évidemment éviter de leur tirer dessus. Outre les soldats classiques, le joueur devra abattre des blindés, des hélicoptères, des mitrailleurs équipés de gilets pare-balles, des lanceurs de couteaux et des motards. Les couteaux ou grenades lancés vers le joueur peuvent être arrêtés par un coup de feu bien placé, ce qui représente sans nul doute un des symboles de la série. Une fois arrivé au niveau du camp des otages, il faudra bien sûr ne pas les toucher, mais aussi les protéger de l'armée. Ces mêmes otages se mettront à découvert au dernier niveau, à l'aéroport, pour tenter d'entrer dans l'avion d'évacuation américain. Le joueur, lui, devra affronter le boss du jeu, un hélicoptère redoutable. S'il en réchappe, il pourra recommencer le jeu entier dans un niveau de difficulté plus élevé. Operation Wolf a été un beau succès en arcade, et de nombreux portages ont vu le jour sur ordinateur comme sur console. The village is freed and recovered from damages. Operation Thunderbolt est la suite directe d'Operation Wolf. Le jeu est sorti juste un an après, en 1988, mais il est beaucoup plus beau, c'est une claque visuelle pour l'époque. La nouveauté est le jeu à deux en coopératif. Roy Adams est ici rejoint par Hardy Jones pour aller sauver des otages américains victimes d'un détournement d'avion. Le jeu alterne cette fois des phases de progression en pseudo 3D avec des sprites zoomés et des défilements de palettes, avec des phases de défilement horizontal plus classiques. Chaque joueur doit gérer sa moitié de l'écran. Le joueur 1 par exemple gère la gauche et tout ennemi qui tire sur la droite de l'écran ne le touchera pas. Il sera cependant nécessaire de coopérer pour être le plus efficace, le jeu n'hésitant pas à multiplier les ennemis lanceurs de couteaux et grenades. Comme dans tout bon jeu coop, il faudra aussi faire des choix sur qui obtient les bonus. Les munitions bien sûr, mais aussi le gilet pare-balles. Dans cet épisode aussi, il faudra sauver les otages et s'enfuir par voie aérienne. Ici, le boss de fin est particulièrement retors car il retient en otage le pilote de l'avion d'évacuation. Il faudra donc être particulièrement patient et précis pour réussir. Curieusement, ce jeu pourrait être lié à un fait réel. Operation Thunderbolt était en effet le nom de la mission de sauvetage d'otages de l'armée israélienne en Libye en 1976, et cette mission avait mis en jeu des avions détournés, des otages et un raid de commando. Après Operation Thunderbolt, la licence entame une traversée du désert. Ce n'est qu'en 1994 que sort Operation Wolf 3. Le principe reste le même, mais graphiquement la différence est de taille. Le jeu fait désormais appel à des décors et des acteurs numérisés. Le résultat n'est pas très convaincant, on perd toute la saveur des méchants surdimensionnés des premiers épisodes. Le rendu final est fade, avec des terroristes maigrelet habillés de couleurs bariolées et portant tous des lunettes de soleil. Dans cet épisode, le joueur n'est plus un soldat, mais appartient à une unité antiterroriste. Justement, le groupe terroriste Skull s'est emparé d'armes nucléaires et il va falloir intervenir. La nouveauté de gameplay la plus intéressante réside peut-être dans l'ajout de boss de fin de niveau dignes de ce nom qu'il faudra attaquer sur leurs points faibles. Les munitions ne sont désormais plus limitées. Si le chargeur arrive à 0, le joueur tire au ralenti, mais il suffira d'attendre quelques secondes pour que le chargeur se remplisse à nouveau. Le jeu est oubliable et ne connaîtra pas un grand succès. Le dernier jeu de la saga est sorti en 1998 et se nomme Operation Tiger. Il inaugurait le passage à la 3D de la série mais n'a pas non plus marqué les joueurs. Décidément, ce sont bien les premiers épisodes en 2D qui ont laissé leur marque dans l'histoire du jeu vidéo. Mais la saga a aussi bénéficié de son mode de contrôle innovant, de fausses mitrailleuses optiques avec effet de recul attaché à la borne. Le pistolet optique existait depuis les années 30, mais la mitrailleuse a vraiment vu le jour avec Operation Wolf.
Donc, la saison 2 s'arrête. Il y a Position, un cliff. haute position. Hein Chaque plateau a une position différente. Très bien. Donc la saison 2 s'arrête, il y a un cliff. Oh ouais, non, je vais te regarder quand même. Il y a un cliff. 14 cliffs. 14 cliffs. Il y a une BD entre-temps, Oui. ça n'a rien faire une BD. Puis, les fans sauvent la série, des gens viennent te voir. Qui vient te voir? Qu'est-ce qui se passe? Là, je sais que tu as tourné la saison 3. Oui. Alors, Comment... Quoi? les fans s'organisent et entendent mon appel à Radio? l'audience. Écoutez, français. J'aurais dû faire comme ça. Ouais. Mais en gros, j'ai fait une sorte d'appel au Comic-Con. J'ai dit regardez parce que la série n'aura une suite que si ça marche à la télé. J'avais fait un appel pour comédie, mais tout de suite après mon appel, dans la semaine, en fait, il y avait une diff sur France 4 pendant le Comic-Con. Et là, ils ont tous mis en même temps. On a fait des scores de fou. On a fait 400 000 téléspectateurs à minuit, 1h sur France 4, ce qui est assez énorme. Et donc, du coup, chez Calt, le producteur, ils ont mis le pied dans la porte. Ils ont fait OK. Et France 4 a fait ben ouais. On est d'accord. Maintenant, c'est quoi ce truc quoi, qui est en multi-rediff 2-3 ans après et qui marche encore comme ça? Et voilà, ça, plus les fans, enfin eux, de se dire, mais oui, il y a un vrai truc, parce que ça prend du temps en fait. On peut jamais en vouloir aux diffuseurs de pas forcément comprendre ce genre de choses-là. Eux, ils ont leur cahier des charges, on a le nôtre, et en fait, là, France 4 a été le plus ouvert et de loin, puisqu'il s'est vraiment rendu compte, enfin, ils se sont vraiment rendus compte au bout d'un moment qu'un public, même si c'est pas des millions de gens. C'est une niche. Mais... Exactement. C'est des gens qui sont là et qui sont actifs et qui ne laissent pas mourir une série. C'est quand même ouf. Tu sais que No Life, la chaîne là, vit en grande partie grâce aux fans, aux gens qui s'abonnent sur Internet. Ils sont pas obligés de s'abonner pour voir la chaîne, mais ils vont sur Internet, ils s'abonnent pour faire vivre la chaîne. Ben oui. Donc on est dans ce système-là en fait. Eh ben, c'est peut-être l'avenir de notre génération à nous, puisqu'on connaîtra plus jamais une certaine forme de création. C'est fini. Oui. Et au final, est-ce que c'est pas ça la solution? C'est que les gars se rendent compte aussi que nous c'est notre métier et que eux ils ont un rôle à jouer. Et finalement, c'est peut-être ça qui va aussi sauver la création, parce que ce qui se passe en ce moment fait qu'on uniformise la culture. On ramène tout vers des très très gros trucs avec des affiches très rigolotes, orange, avec des mecs dos à dos, pour qu'on comprenne bien que c'est rigolo et tout ça, et que ça ramène du monde. Et des très 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 petits projets où on profite de l'envie de gens de faire des choses pour pas les payer et mettre à l'antenne des trucs sans les rémunérer. Et il n'y a plus de projets au milieu. C'est au final, je pense, nous, dans notre génération, et quand on aime cette culture, c'est ce qu'on aime aller chercher aussi. C'est des trucs, justement, entre les deux, aller les dénicher, les machins. Et ça, c'est voie à disparaître. Donc peut-être qu'il y a une autre forme. Et en parlant d'autres formes, la saison 3, elle revient pas comme les autres saisons. Alors, explique non. un petit peu. Alors je sais que les gens ont eu très peur de ça. Elle revient en 7 minutes pour la simple et bonne raison qu'elle va être diffusée tous les jours, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura un épisode par jour, tous les soirs, en access, avant le film, sur France 4. Ce qui nous permet de pas devoir diffuser 3 ou 4 26 minutes sur une case de Prime. Parce que c'est un peu casse-gueule d'être encore face à des films et des grosses émissions. Donc au Rien final, n'empêche de regarder d'affilée après. voilà, donc c'est tous les soirs 7 minutes. Ça reste très fiction, très feuilletonnant. Là, moi, j'ai terminé le montage des 5 premiers. Ça marche. J'y ai cru, mais j'y ai cru comme ça, en me disant est-ce qu'on va rester respecté. Mais en fait, oui, c'est-à-dire que ça ne permet aucun temps mort et l'action est encore plus tendue et c'est vraiment très feuilletonnant. C'est ce qui fait que la série a bien évolué en saison 2, c'est qu'on est passé sur une écriture qui est très feuilletonnante et au final, ça donne naissance à des trucs plus denses, je trouve. Et enfin, la série a pris vraiment sa forme en saison 2. Et donc là, on reste comme ça, mais on est encore plus tendu, plus ramassé. C'est frustrant parce que du coup, tu as envie de voir la suite, mais c'est le lendemain. Voilà. Et le samedi, on compile les 5 de la semaine. Sur un 35 minutes. C'est cool. Voilà. Donc bon. Tu peux rien dire d'autre? Je peux dire qu'il y aura une espèce de gros lancement au Comic-Con de plein de choses et je pense qu'il faut être là parce que il y aura de l'inédit et il y aura des choses un peu spectaculaires et voilà, c'est un peu là que tout va démarrer en termes de plein de surprises en fait. Tout ce qu'on attendait en fait depuis longtemps, ça va être lancé là-bas. Et diffusion à partir de la rentrée, enfin en gros en 2013, ça c'est sûr. D'accord, très bien. On va regarder Pico Pico.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Aujourd'hui, on va parler des sorties d'albums et de Megamix. Aujourd'hui, on commence avec Fez Side F, qui est un album de remix des musiques de Fez, un jeu dont vous avez sûrement entendu parler, que ce soit pour la critique sur No Life ou bien avec le film Indie Game The Movie. Donc, cet album regroupe, comme son nom l'indique, des remixes des musiques de Fez qui ont été réalisés par divers musiciens que l'on retrouve pas mal sur la scène jeu indé. Donc, par exemple, il y a Disaster Peace, il y a le français Morusk ou encore Jim Guthrie qui avait signé les morceaux de Sword and Sorcery. L'album est disponible en téléchargement sur Bandcamp pour vraiment pas très cher, je crois que c'est dans les 5 $. Et le bon plan, c'est que vous pouvez écouter les musiques avant de l'acheter pour voir si ça vous plaît ou pas. On continue avec des jeux en 3D, mais un peu plus rudimentaires, hein. Et oui, c'était difficile à l'époque, puisqu'il s'agit de 2 jeux sur Nintendo 64, Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. Oui, donc des jeux rares, je pense que voilà, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont joué à l'époque. Donc les musiques de ce jeu ont été composées par Grant Kirkhope, qui avait aussi travaillé sur les musiques de GoldenEye, et il n'y a pas longtemps, il a décidé de rendre les bandes originales de ce jeu téléchargeables par tout le monde sur le site Bandcamp. Vous pouvez les télécharger gratuitement ou bien donner autant d'argent que vous voulez. Voilà, c'est un système qui est assez répandu tout simplement si vous voulez le remercier pour toutes ces longues heures que vous avez passées il y a bien longtemps sur ces jeux. On va encore plus loin dans la boucle temporelle, on arrive en 1991 à l'époque de la PC Engine avec un jeu dont peu d'entre vous ont entendu parler, j'imagine, puisqu'il était très très rare. Il s'agit de Magical Chase. Donc ce jeu, c'est un shoot horizontal où l'on conduit une petite sorcière. Ça ressemble beaucoup à l'univers qu'on peut retrouver dans les jeux comme Coton. Et les musiques avaient été composées par Sakimoto Hitoshi, qui n'était pas très connu à l'époque et qui deviendra beaucoup plus après, puisqu'on lui doit les musiques de très très nombreux jeux comme Tactics Ogre, Final Fantasy XII, déjà, voilà, rien que ça, Radiant Silvergun ou encore Muramasa il n'y a pas longtemps. Donc voilà, plus de 20 ans après, la bande originale sort enfin en CD et vous pourrez écouter les musiques de Hitoshi Sakamoto de quand il était jeune. On recule encore dans la boucle temporelle avec Xevious cette fois-ci, qui est né il y a 30 ans, et oui, il est plus vieux que moi, tiens. こんにちは、ゲームソング DJ のトムツです。本日もですね、日本の吉祥寺ピコピコカフェの方からお送りいたします。ゲームソングのリミックスを毎回1曲ずつ紹介しているこのコーナーですが、今回の曲はこちらになります。ゼビウス30周年を記念して作られましたゼビウスのリミックスアルバムになります。歴代ナムコサウンズのそうそうたるメンバーがリミックスをされたこのアルバムですが、こちらの方から今回は、塊魂等でおなじみの三宅優さんのリミックスの方を紹介させていただきたいと思います。三宅優さんといえば塊魂というのが有名でして、それが近代美術館の方にも増収されたのが、最近記憶にも新しいですが、今回のリミックスは、テクノというかサイケのリミックスになっておりまして、その中でも1箇所すごくかっこいい部分、こちらですかね、4分45秒、この辺りからですね、一気に音が消えて復帰する部分、ここらの方がですね、かなり三宅節が出ているところになりますので、ぜひ皆さんも聴いていただければと思います。
émission est terminée, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui nous sommes à Meijiro, un quartier où il n'y a pas grand chose. Ah si, il y a une université très connue où vont les enfants de la famille impériale notamment. En fait voilà, c'est un quartier qui est un petit peu coincé entre Ikebukuro en haut et Takadanobaba où il y a l'université de Waseda et tout plein d'autres universités. Donc voilà, ça se situe à peu près au milieu. Et il y a tout plein de collines où en fait, voilà, vous pouvez voir Shinjuku derrière en fond, etc. C'est assez sympa pour vous y balader. Notamment, il y a le quartier de Zoshigaya où en fait, je viens de tourner un Tokotoko juste avant. Voilà, sur ce, je vous dis à plus et à dans 2 semaines. Voilà, cette émission est terminée. Merci beaucoup. Simon. Merci. Voilà, je sais que dans la série, il y a une fille que vous connaissez bien sur No Life qui apparaît dans la saison 3. Justine Le Potier. Justine Le Potier, la belle rousse. Elle est vulgaire. En vrai, elle est vulgaire. Elle est vulgaire. Elle t'a dit des gros mots ou pas? Elle est pas vulgaire, elle est oui. Non, si, elle est pas grossière. classe. Elle est grossière. Pas classe. Elle est grossière. Ouais. Ah. Un gros manque de classe. Moi, mais à la fois, je pense que les gens aiment bien ce côté-là. Ah oui, non, elle est en bivalente. Ouais, Exactement. ouais. Elle véhicule un truc comme ça dans le visiteur où on se dit ouh là là, oh là. ça représente vachement de. Moi, je sais que alors que dans la vie, le mot qu'on partage le plus quand on se voit, c'est fion. On se dit fion. Voilà. Mais c'est très surprenant quand même. Ouais, c'est surprenant. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, Comic-Con alors. Oui, carrément. Au revoir.